premier footballeur que je prends en photo, c'est Kingsley Coman. Quand tu commences, les footballeurs, tu les vois dans un autre niveau. Et je pense aussi ça qui m'a aidé, c'est que moi, je les ai pas idolâtrés. Mais quand les gens, ils arrivent autour de ces gens-là, la plupart, ils perdent la tête. Comme je te l'ai dit, cette vie-là, c'est pas ma vie. Et c'est pour ça que les gens, ils perdent leur tête. Les belles voitures, les places en présidentielle, les belles montres, etc. Ils pensent que c'est... Ils y sont, en fait. Mais en fait, ta vie, elle est... quand tu vas rentrer, c'est là-bas ta vie, elle est. Tes factures, ton entourage, c'est là-bas, elle est ta vie. Bon, Rakim, on y est. C'est comment, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, on est là. Dieu merci. Ça va, le trajet, ça a été? Ça va, ça a été franchement nickel. C'est Paris, c'est dur, mais c'est Paris. C'est chez nous. Et c'est la première fois qu'on fait une interview dans Paris comme ça, tu vois. Ah Premier ouais? arrondissement, bon, on a voulu te mettre bien, tu vois. Ah, c'est des arrondissements, on ne connaît pas trop, mais on s'habitue à tout. Un petit peu, tu connais. Caméléon. Ça va bien sinon, mon gars, Ça tranquillement? va, je suis très heureux d'être avec vous. Et merci Plaisir de me recevoir. partagé. Tu as répondu, je sais que ça faisait déjà 2-3 mois qu'on était en échange un petit peu, tout ça. On a pu caler l'interview. Rakim, premièrement, tout simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors simplement, moi c'est Rakim. Je suis un peu un touche-à-tout, on va dire, je suis un peu un caméléon. Je suis vidéaste, je suis photographe, je suis DA. Franchement, je fais tout ce que je peux faire et j'essaie de me limiter à rien. Je pense que c'est ce qui me décrit le mieux. C'est ce qui te décrit le mieux, ok, Ouais. d'accord. Et donc, du coup, toi, tu viens d'où, Rakim? Où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi dans le 94 et dans le 77, dans une petite ville qui s'appelle Roissy-en-Brie. Et c'est là-bas où vraiment j'ai passé la plus grande partie de mon enfance. Ok, Roissy-en-Brie, en plus, il y a 2 ans à peu près, il y a l'inauguration d'un city stade là-bas. Exactement. Paul Pogba, ça. Donc, Paul tu es Pogba. de là-bas, ok. Je suis de là-bas, ouais. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu étais là-bas dans cette ville? Est-ce que tu as juste grandi là-bas ou tu es un peu connu dans la ville? Quand je dis connu, c'est, tu vois, tu es impliqué un peu dans la ville. Tu as fait toute ta scolarité. À quel degré tu es dans cette ville, toi? Alors, j'ai grandi dans la ville. Je suis, à mon grand regret, pas impliqué dans la ville. Donc, d'ailleurs, tu fais bien de le dire et je pense que c'est un point sur lequel je vais essayer d'appuyer sur les années à venir. Mais non, j'ai grandi, j'ai fait pratiquement toute ma scolarité là-bas et ouais, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez toi. Et tu étais comment, toi, plus jeune, du coup? À l'école, en dehors de l'école? Moi, j'étais un élève normal. J'étais un peu, selon mes professeurs, j'étais un comique, tu vois. J'aimais bien rigoler. Tu vois, moi, l'école, ça a toujours été, avant d'être le lieu où je vais pour apprendre, c'était le lieu où je vais rejoindre mes amis. Pour toi, c'était d'abord un endroit plus social, d'échange social. Exactement. Tu apprends à connaître les gens. Donc... Apprends à connaître les gens, tes amis, ceux même que tu connais pas. C'était vraiment le social. Et dans la vie, tu es vraiment comme ça? Tu es une personne Ouais. qui est très ouverte, qui... Je suis très ouvert. Soit on devient ami, soit on s'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis très friendly, mais si on n'est pas amis, c'est que ça veut dire qu'on s'aime pas. Ok, directement. Donc ouais, parce que généralement, je m'entends avec tout le monde. Qu'est-ce qui peut causer ça? Est-ce que ça a été comme ça tout le temps? C'est des expériences de vie qui t'ont peut-être amené à penser comme ça? Maintenant, j'ai pas mal grandi et maintenant, je pense qu'en gros, c'était juste que tu veux être aimé, tu veux être apprécié, tu vois. Les gens qui parlent avec un peu tout le monde, c'est des gens, je pense, qui cherchent à être appréciés, qui cherchent à être aimés. Peut-être c'est ça, là, je vais un peu loin, tu vois. Oui. Mais non, j'ai toujours aimé avoir beaucoup d'amis, parler avec tout le monde, etc. Tu me disais que tu étais de Roissy-en-Brie. Ouais. Roissy-en-Brie, c'est un contexte un petit peu comment? Parce que tu vois, dans le 77 là-bas, c'est très vaste et tu as des villes qui sont plus street, mais tu as des villes qui sont un peu plus la ruralité, plus campagne. Roissy-en-Brie, c'est quoi le contexte là-bas? C'est un peu les deux. Tu as des parties très pavillonnaires et tu as les parties très blocs. La ville n'est pas vraiment séparée en deux, c'est pas les deux, parce qu'il tout est un peu entouré. Mais ouais, c'est une ville, c'est la banlieue. C'est la banlieue, clairement, c'est la banlieue. Il y a qui comme talent là-bas? Je te pose la question parce que il me semble qu'il y a un grand footballeur qui vient de là-bas aussi. Oui, mais pas que lui. Mais ouais, il y a les frères Pogba, il y a Izima dans le football, on a plein de petits, on a Nsoki aussi au football. On a plein de jeunes talents, mais pas que dans le foot, hein, dans l'art, dans la danse. On a eu des gens de la Star Academy, franchement, il y a un petit truc dans cette vraie. Petite fabrique de talent. Ouais, il y a une grosse fabrique de talent, même grosse fabrique. Il y a Rakim aussi, t'as oublié de le dire. Je sais pas si je suis un talent, mais... T'as pas le droit de le dire, mais moi je peux le dire pour toi. Il y a Rakim aussi. Tout à l'heure, tu expliquais que tu étais un couteau suisse. Ouais. En tout cas, que tu es polyvalent, que tu aimais faire beaucoup de choses. Est-ce que tu as toujours été comme ça? D'où est-ce que toi, ça te vient? Parce que là, du coup, tu nous as parlé un peu dans le domaine de la vidéo, mais j'imagine qu'avant ça, il y avait d'autres choses. Est-ce que tu as toujours eu ce côté-là ou ça s'est vraiment manifesté dans la vidéo? Non, en vrai, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Dès que je regarde un truc, dès que je pense avoir compris, avoir saisi, je m'en lasse et j'aime bien découvrir autre chose. Pareil dans ce que je regarde, pareil dans ce que j'écoute. Donc, c'est pour ça que je te dis que je suis un couteau suisse, parce que j'aime pas me cantonner à un truc, j'aime pas être... En fait, je me satisfais de rien, on va dire, donc j'aime bien toucher à tout. Ok, ouais, t'es susceptible de t'ennuyer assez vite, Ouais. ce qui fait que tu aimes passer découvrir des choses. Et avant la vidéo, qu'est-ce que tu faisais toi? Je faisais rien.
Je faisais rien. Moi, j'étais à l'école. J'ai fait une scolarité qui a strictement rien à voir avec l'art. Quand j'étais petit, moi, j'ai toujours aimé les mangas. Ça, c'est vraiment le gros point qui me caractérise, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup les mangas, la japanimation, etc. Et quand j'étais petit, moi, je voulais être dessinateur. Donc, depuis petit, je dessine. Dans les années 2000, quand il y a eu les inventions, en tout cas pour le grand public, des tablettes graphiques, etc., c'était ça mon premier contact avec Internet. C'était en fait que je pouvais dessiner sur mon ordinateur. Avec le numérique. Avec le numérique. Ok. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à toucher les logiciels de dessin, de montage très rapidement. C'est parce qu'en fait, je faisais du dessin en fait, sur mon ordinateur. La porte d'entrée, c'était par le dessin. Ouais. Est-ce que toi, tu dessines encore aujourd'hui, du coup? Non, je dessine plus. Bah, quand tu es en troisième, en fait, on t'explique en gros que tu peux choisir en gros ce que tu vas faire plus tard. Le lycée où tu vas, ça a une grande incidence sur ce que tu vas faire plus tard. Et moi, je voulais faire du dessin. On m'avait conseillé, du coup à l'époque, je ne sais plus si c'est le cas toujours maintenant, mais l'école d'art des Gobelins, qui est très, très réputée. Et on m'a dit en gros, voilà, si tu veux dessiner, si tu veux faire du manga, parce que moi je dessinais tout le temps à l'école, je dessinais tout le temps sur mes cahiers. Mes profs, ils me disaient, ouais, Rakim, là tu dessines, mais si tu veux dessiner, va dans un lycée de dessin en fait. C'est pas en classe que tu dessines. Donc moi je me suis dit, c'est pas grave, je vais endurer, je vais aller aux Gobelins. J'ai fait une porte ouverte où j'ai pu discuter avec des élèves des Gobelins. Ils m'ont dit, frérot, si tu penses qu'en gros que tu vas venir ici, tu vas dessiner toute la journée, c'est pas du tout comme ça. Tu vas apprendre l'histoire de l'art, tu vas apprendre différentes techniques, tu vas apprendre la peinture, tu vas apprendre plein de trucs en fait. Dans ma tête, en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux dessiner du manga tous les jours, toute la journée. Donc, du coup, avec les parents et tout, ok, fais des études, on va dire, dites standard, va en général, et plus tard, tu verras. Et en fait, en passant par ce parcours-là, en fait, toute ma passion pour le dessin, etc., s'est un peu estompée avec le temps. Du coup, tu disais qu'on t'avait dit que si tu voulais dessiner toute la journée, entre guillemets, il fallait pas aller au Gobelin. Si je comprends bien, l'approche que tu avais vis-à-vis du dessin, c'était une approche qui était beaucoup plus de passionné. Donc, c'était pas vraiment la matière, toute l'histoire de l'art. C'était vraiment juste la pratique qui Pas du tout. t'intéressait. Moi, je lisais des mangas toute la journée, je regardais des mangas toute la nuit. Moi, je voulais faire du manga. Quoi comme type de manga? Du manga, hein. Du manga, du shonen, du seinen. J'étais la génération Naruto, Bleach, One Piece. J'ai redoublé des classes parce que moi, je faisais partie du premier, et je te le dis, hein, c'est vérifiable sur Internet, du premier groupe qui faisait du scan trad. C'est-à-dire, on récupérait des scans du Japon, on les nettoyait, on les cleanait et ensuite on les traduisait en français de One Piece. C'est-à-dire que tu parles japonais? Non, je parlais pas japonais. Moi, j'étais cleaner. C'est-à-dire, comme j'avais une grosse expérience sur Photoshop, du coup, le dessin, on récupérait les scans qui étaient en mauvaise qualité et on les nettoyait. Le blanc, le noir, quand il y avait des trucs qui dépassaient. Voilà, moi, mon truc, c'était le clean. Moi, j'avais créé ça avec le mec. On était plus ou moins les cofondateurs. Du coup, on avait un éditeur qui mettait les textes, on avait un traducteur, etc. Et j'ai redoublé à cause de ça, parce que toute la nuit, en fait, je faisais que ça. Et t'avais quel âge à ce moment-là? T'étais en quelle classe? J'avais ça, c'était de mes 13 ans à mes 15 ans, ça. À 13 ans, déjà, tu reprenais des scans, tu Non, mettais ça en ligne. Et les livres, ils étaient disponibles gratuitement ou c'était... Non, il fallait en acheter, mais tu connais, c'était dur hein, à l'époque. Non, je veux dire, vous, ce que vous mettiez sur Internet, c'était dispo gratuitement? Bien sûr, bien sûr. Ok. Les scans sont dispo gratuitement. Ok. Ils sont numérisés par quelqu'un, nous on les récupère. Ils sont numérisés en anglais ou en japonais. Après, toi, tu les traduis, tu les mets à ta sauce. Tu le faisais juste pour le plaisir et pour la Juste pour le culture. plaisir, parce que c'était trop bon. Parce que on t'aime trop ça, en fait. C'est ça vraiment un truc de passionné, en fait. Quand t'aimes, tu comptes pas tes heures. Mais quand tu fais ça toute la nuit et le lendemain matin, tu dois aller à l'école, ça peut pas suivre. Donc, on va accélérer un petit peu maintenant. Tu es passé par le dessin, les scans, les mangas, tout ça. La porte d'entrée, ça a été le dessin. Mais comment est-ce que toi, tu viens à toucher ta première caméra? Tu viens à te dire, ouais, je veux faire de la vidéo. Moi, j'ai commencé c'est à mon premier voyage. Le premier voyage que j'ai pu me payer avec mes sous. Je voulais faire une vidéo, en fait. Je regardais les clips. Un clip, c'est fait pour faire rêver. Moi, quand je partais en vacances, mes premières vacances, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire un clip de mes vacances. J'ai envie de me faire rêver et j'ai envie de faire rêver les autres aussi de mes vacances. Tu as payé tes premières vacances, etc. Tu t'as fait avant. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu faisais à cette période-là? Moi, j'étais en alternance. Avec l'argent de l'alternance, que je pouvais avoir de l'argent et du coup me payer mes premières vacances. Et ça, c'était, on se parle, on est en 2017. Non, on est en 2016, pardon. On est en 2016. Donc, c'est les premières vacances que je peux me payer. Je suis encore à l'école, je suis en école. Et donc, avec mon téléphone, je filme un peu tout. Je mets une petite musique. Et déjà, pour moi, c'est un truc de fou. Les seuls trucs qu'on voyait des images avec de la musique, c'est dans les clips. Ouais. Moi, là, je suis en train de le faire avec mon téléphone. Tu vois, c'était les premiers iPhones, c'est un Samsung que j'avais à l'époque. Ouais. Et j'avais trouvé un petit logiciel et en fait, je faisais mes petits montages avec. Et donc, c'est comme ça que tu commences à rentrer dedans. Ouais. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, c'est déjà du sérieux et tu te dis, ok, là, je tiens un truc ou c'est juste du loisir? Non, c'est juste du loisir. Pour moi, c'est. Moi, tout ce que je fais, même ce que je fais encore aujourd'hui, je le fais avec passion. Moi, ce que je le fais pour mon propre plaisir à moi, je le fais pour mon entourage et ça s'arrête là.
Et donc du coup, bah, de fil en aiguille, je fais mes vidéos, mes premières vacances. L'été, je pars en vacances avec mes potes, je fais les vidéos. Donc du coup, je commence à un peu bien cadrer. Donc du coup, je deviens le mec du groupe à qui on donne le téléphone. Fais-moi une photo, s'il te plaît, Rakim. Parce que je cadre bien. Non, toi, tu sais bien prendre les photos, tout. Tu vois, je deviens ce mec-là. Ok. Et donc petit à petit, j'y prends goût et j'essaye de faire des photos un peu partout. À ce moment-là, j'étais coach adjoint au futsal dans ma ville à Roissy. Et donc du coup, bah, pareil, j'essaie de prendre des vidéos, des photos de mes joueurs, etc. Mais toujours avec mon téléphone. Mes potes, ils se cotisent, ils m'achètent un appareil photo, ils me disent, frérot, ce que tu fais, on sait qu'il y a un truc. Avec un appareil professionnel, ça peut devenir mieux. Donc du coup, ils me fournissent du matériel. Tes potos, Ouais. ça veut dire qu'en fait, ils ont capté qu'il y avait peut-être un potentiel, ils ont vu que tu étais passionné, il y avait de la créativité. En tout cas, ils m'ont poussé. De même comme ça, En tout ils cas, ils m'ont t'achètent une poussé caméra. depuis le début. Mon groupe, il me pousse à fond. Avec ça, je commence mes premières vidéos, mes premières photos. Et donc du coup, après, de fil en aiguille, on arrive là-dessus. Est-ce que tu es ouvert, toi, pour nous parler un peu de ton entourage? Tes potos, tes gars autour. Comme tu me disais, ils te soutiennent beaucoup. Déjà, ça vient d'où? C'est quoi? C'est des amis d'enfance, c'est des gens que tu as pu rencontrer dans la vie, c'est des gens de ta ville. Ouais. C'est quoi un peu l'état d'esprit, tu vois, entre tes potes et toi par rapport à la relation que tu as justement avec la prod de la vidéo? Ben, en fait, ils m'ont vu depuis le début. Ils sont critiques, mais aussi en même temps, ils savent d'où je viens. Quand j'ai commencé, ils ont vu qu'en fait, que moi, je faisais ça par passion. En fait, jamais de la vie, je pensais que ça allait devenir mon métier. Eux aussi, c'est mon baromètre. Ils m'aident à jauger où j'en suis dans la vie et les étapes que j'ai pu franchir, en fait, parce qu'ils me rappellent d'où je viens. Ok, donc ça veut dire que tu restes quand même assez proche d'eux justement Ouais. pour garder les pieds sur terre un petit peu. Clairement. Du coup, tout à l'heure, tu expliquais que tu bosses dans la vidéo, pour toi, c'est pas un métier. Mais tu vois, même si pour toi, c'est pas un métier, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles dans une industrie, tu bosses par exemple avec les footballeurs pro, tu travailles avec Adidas aussi, comme j'ai pu le voir. Donc, c'est quand même un métier. Tu le vis pas comme ça, mais ça en est un. Bien sûr. Comment est-ce qu'on passe de Rakim, qui fait des vidéos pour le loisir, pour les vacances, des vidéos pour le foot, à Rakim, qui commence à aller dans un domaine beaucoup plus sérieux? Moi, je pense que c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai commencé, j'aimais tellement ça que je voulais en faire tout le temps, toutes les heures. Comme je t'ai dit, le dessin, je voulais dessiner toutes les minutes. Ben, c'est pareil, quand je suis tombé dans la photo, dans la vidéo, je voulais en faire toutes les minutes. Et pour en faire toutes les minutes, il faut être partout. Donc ça veut dire que j'essayais d'être partout. S'il y a un événement, j'essayais de rentrer gratuitement, enfin rentrer à la place d'un visiteur et pouvoir faire du contenu et le publier et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte, et je pense que tout le monde le sait, le monde, en fait, il est trop petit. Ça veut dire que quand tu travailles là, en fait, il y a toujours des connexions qui se font. Et en fait, de fil en aiguille, je suis passé à être le mec qui va partout, qui essaye de se démerder parce que j'ai faim, je veux faire du contenu. En fait, j'ai trop faim de ça. Au fur et à mesure, en fait, les gens, ils t'ont vu là. Je me rappelle, ah, mais c'est toi, tu étais là la dernière fois, tu as fait des photos. Si, je m'en rappelle. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à là où j'en suis aujourd'hui, je pense. Dans les débuts, est-ce que tu gardes ton taf à côté? Comment est-ce que tu en vis en fait? Parce que c'est difficile la vidéo. Déjà, il faut trouver la clientèle. Il y a ceux qui vont te tordre sur les prix, ils vont te dire c'est trop cher, mais ils ne savent pas que toi, il y a un investissement de fou derrière pour ton matériel. Comment est-ce que tu pivotes un petit peu? Moi, j'étais en alternance, c'était ça ma chance. C'était que j'ai pu économiser pour acquérir du matériel. Mes amis, mon entourage, dès qu'ils pouvaient me faire des cadeaux, dès qu'ils pouvaient me faire des trucs, ils m'ont arrangé. Et aussi m'ont poussé derrière au début. Comme tout le monde, quand tu commences, tu travailles pas forcément tu travailles gratuit ou tu travailles presque gratuit. Et c'était ton cas ou pas toi? Bah oui, c'était mon cas. Ok. C'était mon cas, mais c'est le cas de tous ceux qui commencent. Tu peux pas arriver. Parce que déjà, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est quand tu arrives dans une industrie, tu sais même pas où tu te places. Moi, en tout cas, comme je t'ai dit, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la photo. Quand je suis arrivé dedans, je ne savais même pas elle était où ma place. Je ne sais pas me jauger, je ne sais pas me classer comparé aux autres. Est-ce que je suis plus talentueux qu'eux? Est-ce que je suis moins bon qu'eux? Est-ce que je peux être plus cher qu'eux? Est-ce que je peux être moins cher qu'eux? Et de toute façon, je ne connais même pas leur prix. Donc, ce que tu fais, et comme tu le fais avec le cœur, avec la passion, en vrai, tu ne veux même pas d'argent parce que tu veux juste créer. C'est-à-dire, moi, ma récompense, c'était juste de pouvoir créer. J'étais trop content de ça. Les frissons que j'ai quand je sortais une vidéo, quand je la donnais à quelqu'un, et qu'il la regardait et qu'il était content, il me dit non, en fait, tu m'as fait un truc de fou, j'aime trop. Et il l'a publié, truc et machin chouette. En fait, juste ça, ça me nourrissait. Et aujourd'hui encore, ça me nourrit. Mais forcément, il y a une réalité économique, tu ne peux pas faire du gratuit toute ta vie. Tu arrives, tu n'es presque pas cher gratuit. Et au fur et à mesure où tu fais tes preuves, et aussi tu prends confiance en toi, tu te permets de te placer sur une échelle. Et petit à petit, tu montes ou tu descends. Et tu n'avais pas peur, toi, que les gens ils profitent peut-être de ça, du fait que tu sois passionné, du fait que toi, tu en veux tout le temps. Et donc, du coup, que tu aies des personnes qui commencent à se dire ah, on a quelqu'un de très fort, de très bon, mais qui bosse gratuitement. Tu n'avais pas peur de ça? Bah déjà, pour répondre à ta question, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé gratuitement, je ne travaille plus avec elles aujourd'hui. Quand tu travailles gratuitement avec quelqu'un, le jour où tu viens avec un prix, la personne elle comprend pas. Et je peux le comprendre aussi. Si tu as toujours travaillé gratuitement, le jour où tu viens, tu lui dis ouais j'ai besoin de temps, elle peut ne pas comprendre. Et ça aussi, moi, je l'intègre.
Donc généralement, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé gratuitement, je ne travaille plus avec elles aujourd'hui. Il y en a parce qu'elles ont soutenu l'évolution. Et c'est pour ça, et c'est des personnes à qui je suis très redevable parce qu'elles ont compris que par là, en fait, ce n'était pas simplement qu'il fallait que je sois rémunéré, c'est que dans mon évolution, j'avais besoin de cet argent-là pour acheter plus de matériel et pour passer l'étape supérieure. Tu ne peux pas rester à tu peux pas évoluer sans investir. Et moi, quand j'ai commencé en 2018, l'accessibilité du matériel, elle n'est pas aujourd'hui la même. Aujourd'hui, moi, je vois des petits, ils ont des caméras, parce qu'en fait, l'accessibilité, elle est grave descendue. Ils ont des stabilisateurs, ils ont des trucs. Les téléphones, maintenant, ils filment mieux qu'à mon époque. À mon époque, si tu voulais une belle vidéo, il fallait acheter une caméra. Tu ne peux pas bien filmer avec ton téléphone. Donc, tu vois, la réalité budgétaire, elle m'a rattrapé. Donc, en évoluant, malheureusement, avec des personnes à qui j'ai dû arrêter de travailler. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, même tu as carrément le dernier iPhone, il peut filmer en log. La barrière à l'entrée, c'est plus du tout la même. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, tu travailles avec pas mal de personnes intéressantes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec qui tu as l'opportunité de bosser, tout simplement? Je bosse essentiellement dans le sport parce que ça a été ma porte d'entrée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très curieux. Après, je fais beaucoup d'autres choses à côté que je ne publie pas forcément sur les réseaux parce que je suis très axé sport. Si je mets autre chose, les gens peuvent ne pas comprendre. Je fais un peu de tout. Je fais du corporate, je fais de la publicité, je fais du sport. Ok. Voilà. D'accord, tu donnes deux choses. C'est la deuxième fois que tu parles de sport. Tu avais expliqué que quand tu étais petit, déjà, tes parents t'avaient fait faire pas mal de sport. C'est à travers le sport, du coup, que tu pratiques le domaine de la vidéo. Tu peux me dire rapidement, toi, tu as pratiqué quoi comme sport dans ton parcours déjà personnel? Alors moi, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du Viet Vo Dao, j'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait du baseball, j'ai essayé de faire du football américain à cause de A.I. Shield, un manga. Okay. En fait, dès que je voyais un manga, Hajime no Ippo, il fallait que je fasse de la boxe. J'ai vu Noritaka, il fallait que je fasse de la boxe thaï. Ok. Je suis matrixé. Donc c'est vraiment les mangas qui m'ont façonné un peu avec ton parcours. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. T'expliquais un peu que tu pouvais faire du corporate, tu bossais dans le domaine du sport. Mais quand je te demande avec qui tu as l'opportunité de bosser, tu vois, c'est plus des noms que je te demande. Ok. Je pense que tu es proche d'un Pogba. La première fois qu'on m'a parlé de toi, c'était Kimpembe, je crois. Ouais. Comme j'ai pu le dire que tu bosses avec Adidas. Comment tu en arrives à ce niveau-là du coup? Parce que tu rentres par la porte du passionné, du gars qui fait des vidéos avec son petit Samsung pour des vacances. Et mon gars, la vérité aujourd'hui, c'est que tu bosses avec des grosses têtes. Comment tu passes de là à là? C'est à quel moment, tu vois? Qu'est-ce qui a créé ces opportunités-là? Qu'est-ce qui a créé ces opportunités-là? Moi, j'ai essayé d'être partout. Tu sais, les événements de foot, de Nike, de Adidas, que tout le monde faisait, j'essayais de venir, je faisais des photos, etc. Et en gros, moi, ma porte d'entrée, c'était quoi? C'était une tactique vraiment toute simple. Les footballeurs, quand ils venaient souvent avec leurs potes. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est de connecter avec leurs potes. Parce que leurs potes, on va dire, c'est des gens comme moi, comme toi. Et ce n'est pas des gens du ballon. C'est-à-dire que j'aurais plus facilement des contacts avec eux. Donc, je mitraille le footeux. J'essaye de rentrer en contact avec quelqu'un de son entourage. Tiens, regarde ce que j'ai fait. Prends. S'il a envie d'utiliser, il utilise. S'il n'a pas envie d'utiliser, il n'utilise pas. Okay. Et de fil en aiguille, à force d'être partout, etc., tu commences à faire des contacts et des relations. Ok, donc tu as une stratégie pirate comme ça. Et donc, c'est qui le premier footballeur avec qui ça mord, avec qui ça prend? Le premier footballeur que je prends en photo, c'est Kingsley Coman. Il se coupait à côté de chez moi, il finit de se coiffer, il va à sa voiture, je dis je te demande rien, juste tu vas à ta voiture, je te prends en photo, je te les envoie, si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Je lui envoie et on se croise, je sais pas, 6-7 mois plus tard, il se souvient, il m'a dit la photo que tu m'avais envoyée, elle m'avait fait grave des likes. Et tu vois, ça me faisait plaisir de fou, tu vois. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu, tu vois. Quand tu commences, les footballeurs, tu les vois dans un autre niveau. Et je pense aussi ça qui m'a aidé, c'est que moi, je les ai pas idolâtrés. Je les vois pas en star. Une relation pro, en fait. Tu as envie d'utiliser, tu n'utilises pas. Je vais pas t'harceler, je vais pas me mettre à quatre pattes. Okay. Je vais pas faire le fan. Okay. Je viens dans une démarche naturelle, tiens, t'aimes, tu n'utilises pas, frérot. Merci pour ton temps, j'y vais. J'essayais pas d'être là, de gratter une photo, de trucs, d'écran. Et le sens, du coup, ouais. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien d'autre derrière. Et c'est très, très important parce que ça te paraît logique. Hein. Ça te paraît logique et je pense que c'est bien que je le dise en vidéo parce que c'est très, très important. Mais ça paraît logique d'être comme ça avec les gens. Mais quand les gens, ils arrivent autour de ces gens-là, la plupart, ils perdent la tête. Et donc, du coup, moi, voilà, j'arrive à cette démarche simple. Je ne suis pas là pour la fame, je ne suis pas là pour l'argent. Moi, l'argent, je l'ai avec mon alternance. Mes potes, ils prennent soin de moi. Ma famille, elle prend soin de moi. Je prends soin de moi-même. Je ne suis pas là pour tout le reste. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je vois qu'il y a des opportunités, en fait. Je me dis quoi? Les grosses marques, elles ont les top joueurs, elles les mettent en avant. Mais tous les autres joueurs qui sont signés et qui ne sont pas mis en avant, on fait comment? Et donc, du coup, j'essaie de les contacter. C'est des joueurs pros aussi. Oui, bien sûr. Les stars, ils ont un ego quand même. Et surtout, ils ont un ego. Ouais. Et donc, tout le monde veut être mis en avant. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai accentué ma stratégie là-dessus. Contacter les joueurs qui ne sont pas forcément mis en avant, mais qui ont aussi ce besoin-là. Tout le monde aime les belles photos. T'aimes les belles photos, j'aime les belles photos. Tout le monde veut être
Tout le monde veut briller. Même au plus bas niveau, bien sûr. Voilà, tout le monde veut des belles photos, des belles vidéos. Bah, et pourquoi pas eux? Et ben voilà, moi je vais accentuer ma stratégie sur eux. Je suis pas là pour travailler avec les stars, je vais travailler avec les joueurs de milieu de tableau, des joueurs qui sont pas forcément des stars. Et voilà, je travaille avec eux à droite, à gauche, etc. En fait, petit à petit, Et c'est comme ça que tu fais tes armes. et je fais mes armes. Ok, bah, si toi, tu avais un conseil à donner, parce que toi, tu démarres, on va dire, à cette époque-là, c'était justement moins facile. Tu es entré dans le milieu, donc on va dire qu'il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, je pense que, tu vois, la stratégie que tu as opérée, je pense que c'est parce que tu l'as opérée à cette période-là que ça a marché. Je pense que si aujourd'hui tu fais la même chose, ça peut être plus compliqué, tu vois. Ça peut être, ouais, non, non. Si tu avais un conseil, toi, à donner, tu vois, t'expliquais qu'il faut être peut-être très naturel, pas être là en fan. Ça peut fonctionner, hein, mais je pense que pour que ça fonctionne, déjà, faut que tu aimes ça. Ok. Parce qu'il ne faut pas compter tes heures. Quand tu comptes pas tes heures, tu es plus efficace, tu travailles plus, tu travailles mieux. Plus tu vas travailler, plus tu as des opportunités qui vont se créer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai mis du temps à réaliser que cette chance aussi, je l'ai créée aussi. En fait, plus tu as d'opportunités, enfin, plus tu travailles, plus tu as d'opportunités. Tu étais prêt pour la saisir. En fait, il faut être partout. J'étais un yes man. Tu m'appelles, est-ce que tu es dispo? Oui, je m'arrange pour être là. Il faut que je me pose un arrêt maladie, je vais poser un arrêt maladie. Mes premiers voyages, mes premiers boulots payés, j'ai dû poser des arrêts maladie. J'étais obligé. Parce que c'est des opportunités que je ne pouvais pas louper. Et c'est des opportunités que j'ai eues parce que j'avais travaillé tout le week-end au lieu de me reposer avant. Tu vois. Ouais. C'est la suite logique un petit peu en fait. C'est la suite logique. Et comment est-ce que toi, tu es reçu du coup dans l'industrie? On va dire que maintenant, tu as fait Coman, tu commences à shooter des joueurs qui sont pros, même s'ils sont moins visibles. Comment est-ce que tu es reçu dans ce milieu-là quand toi, tu arrives? Bah, moi, j'ai eu la chance de, quand je rentre dans ce milieu-là et quand j'ai commencé avec Pogba à l'époque, il vient de signer à Manchester, annonce de transfert avec Stormzy, on n'a jamais vu ça. Il est là, il est là-haut. C'est un pur produit de Paname, c'est la street. Et en fait, ça correspondait à tous les banlieusards en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc du coup, quand tu arrives avec lui, bah, tu vois, à partir du moment où j'ai travaillé avec lui, en fait, pour les gens, je suis monté de là à là. Alors pour moi, mon travail, il est resté le même. Et ça aussi, ça m'a un peu dégoûté directement de l'industrie. Okay. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens te jaugent par rapport à qui tu travailles. Mon travail était exactement le même en janvier, mais en février, j'étais devenu Spielberg pour les gens. Tu vois, je grossis les traits. Je vois ce que tu veux mais dire. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc du coup, directement, ça m'a mis un gros coup de bien, parce que ça m'a mis un boom, mais aussi ça m'a mis un gros coup. Ok, reste en retrait, continue à regarder, parce que c'est vraiment une industrie de merde. Et tu as compris aussi que du coup, il n'y a pas que le travail en fait qui payait, mais malheureusement, il y a qui derrière toi, à qui tu es affilié. Le réseau, et aujourd'hui je le dis, hein, c'est 100% du réseau. Je vois des petits jeunes, ils ont des talents de fou. Mais personne ne les calcule parce qu'ils n'ont pas de like, parce qu'ils ne travaillent pas avec un tel. Parce que c'est pour ça en fait les gars, si tu crois que tu es bon, si tu sais que tu es bon, même si tu ne sais pas que tu es bon, si tu aimes ce que tu fais, fais-le jusqu'au jour où tu as une opportunité. Parce que le jour où tu vas travailler avec quelqu'un, on va dire qui a du buzz, tu vas passer… En fait, c'est du 0 à 100 dans ces milieux-là. C'est comme dans le sport. Un joueur, il peut être moyen, il va mettre un triplé contre un tel, bam, sa carrière, elle est… Sa cote de popularité, elle change. Moi, j'apprécie, tu vois, que tu puisses donner ce type de conseil parce que malheureusement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont être dans ce discours de méritocratie, c'est injuste. Voilà, quand on veut, on peut. Quand on travaille assez dur, le monde, il est injuste. On va réussir. Alors que la réalité, c'est que tu peux être le meilleur, mais tu as vu, si tu n'as pas le réseau, si tu n'as pas les bonnes personnes derrière toi, tu ne viens pas du bon endroit. Le monde, il est injuste. C'est KO. Et donc, c'est important, tu vois, c'est bien que toi, du coup, tu puisses, à travers ta propre expérience, parce que du coup, tu passes de là au top et tu l'as observé. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu as gardé la tête sur les épaules et tu t'es pas juste dit, ah bah c'est bien pour moi, j'en bénéficie, c'est carré. Tu le dénonces. Et respect pour ça, tu vois. Non, le monde, il est injuste. On le voit tous les jours dans tout ce qui se passe, dans la politique. Je ne vais pas faire un dessin, mais on voit que le monde, il est injuste. On se comprend très bien, ouais, bien sûr. Alors encore plus dans ces milieux-là. Ok, on se comprend très bien. Les gens te calculent par rapport à qui tu travailles, par rapport à qui tu es ami avec qui, etc. Et c'est dégueulasse, tu vois. C'est pour ça que je garde beaucoup de distance avec ce milieu-là et je pense que ça m'aide aussi à avoir une certaine longévité, parce que maintenant, ça fait quand même 6 ans que je suis dedans, tu vois. Ouais. Du coup, là, on a beaucoup parlé justement de la jeunesse, du fait qu'il y en a qui sont bons, même ceux qui sont moins bons, mais de ne pas croire que juste parce qu'ils sont bons, on leur donnera leur chance, mais qu'il va falloir se craquer parce que c'est totalement injuste. Toi, c'est quoi ton point de vue sur les petits jeunes là, qui sont en train de monter? Parce que moi, perso, tous les jours, j'en découvre des nouveaux qui sont hyper forts. Il n'y a même pas d'équipe de prod, ils te sortent des produits de fou. La porte d'entrée dans ce milieu-là, elle a complètement explosé. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, avec un budget de 400-500 euros, tu peux être vraiment opérationnel et faire du contenu de qualité. Tout filme en 4K, et les stabilisateurs, ça coûte rien du tout. Et donc, du coup, cette porte d'entrée, bah, déjà, ça rend le truc moins élitiste. Les petits jeunes, nos petits frères, ils sont talentueux de fou. Avec des téléphones
avec aussi l'avènement de TikTok aussi, parce que maintenant aussi avec TikTok aussi, tu peux faire des débuts de montage. Il y a plus cette barrière-là. Moi, quand j'ai commencé, pour faire des montages, il fallait avoir un ordinateur. Tous nos petits frères n'ont pas forcément des ordinateurs. Maintenant, juste avec ton téléphone, tu peux faire des trucs de fou. Pendant le confinement, moi, j'ai vu des petits qui faisaient des trucs de fou avec leur téléphone. Et donc, du coup, quand tu leur donnes du vrai matériel, ils te font des trucs de fou. Quand tu travailles ta créativité, tu peux travailler sur n'importe quoi. Donc, si tu as réussi à travailler avec ton téléphone, le jour où on va te donner une caméra, on va te laisser t'exprimer avec des vrais outils, les gens ils sont choqués. Et c'est ça en fait qui est bien, c'est que quand tu travailles ta créativité, tu peux travailler avec n'importe quoi après. Tu n'es pas cantonné à avoir des grosses caméras, etc. Et c'est pour ça que nos petits ils sont bons. C'est parce qu'en fait ils ont travaillé avec ils ont mangé de la pierre. Avec de la débrouille. Voilà, tu vois. C'est pour ça que maintenant, quand tu les mets dans des bonnes conditions, ils font que t'étonner. Entraînement difficile, combat facile, exactement. Comme on dit. Et toi, des petits aujourd'hui que tu soutiens, là c'est l'occasion. Tu vois, nous, on aime bien, on n'hésite pas à te donner de la force, soutenir. S'il y a des petits que tu veux pousser, etc., c'est le moment, tu peux aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'étais pas trop impliqué dans ma ville, mais c'est un peu faux. Parce qu'en fait, il y a des petits qui font de la vidéo dans ma ville et qui font de la photo, qu'à chaque fois que j'ai des tournages, j'essaie de ramener avec moi. C'est pas énorme, mais c'est plus du bouche à oreille. On sait que ce petit fait de la photo, on sait que ce petit fait de la vidéo, on sait que ce petit fait de la direction artistique. J'essaie de les ramener sur des scènes avec moi pour qu'ils puissent un peu voir comment ça se passe. Et c'est des trucs qui m'auraient aidé quand j'étais petit, histoire de voir un peu l'ambiance, être très en recul, pouvoir tout observer. Et donc du coup, même mon petit frère, et je pense que j'essaierai de vous l'envoyer parce que ce serait très intéressant que vous travailliez avec lui. Mon petit frère aussi pareil. Mon petit frère il est très dans le stream, dans le commentary, dans l'e-sport, un domaine qui explose aujourd'hui. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Avec plaisir en tout cas ton petit frère, pas de souci, branche avec nous, avec grand plaisir on échangera avec lui. Du coup pour rebondir sur ce que tu viens de dire, finalement donc je pense que tu sous-estimes peut-être ton implication. Après peut-être que c'est parce que tu te dis que tu veux faire beaucoup. Mais moi je pense que la vérité c'est qu'en vrai chacun fait ce qu'il peut. Que chacun fasse sa part du travail. C'est ça. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Le fait de ramener avec toi nous on essaie de le faire aussi, tu vois. Mais moi je trouve que c'est mortel. En fait c'est des trucs que j'aurais tellement aimé avoir. Moi je suis partisan de ce truc là, c'est en fait quand tu rentres quelque part, il faut essayer de bloquer la porte pour faire rentrer le plus de monde. Parce que comme je t'ai dit, c'est un milieu qui n'est pas forcément juste. Si moi, je peux aider à mon échelle, faire émerger des talents, moi j'ai fait ça pour toi, maintenant après le reste c'est entre tes mains. C'est pas parce que je t'ai fait rentrer, et on parle aussi de l'injustice, etc. Mais c'est pas parce que tu as du réseau que tu vas réussir. Parce que il faut aussi du travail derrière. Bien sûr. Ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Mais forcément, le réseau, ça te fait gagner énormément. En fait, le réseau, ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner du temps. Mais bien sûr, non, mais c'est clair et net. Et après, c'est vrai qu'il faut appuyer dessus. Mais c'est ça, c'est une recette en fait. C'est pas juste un ingrédient qui donne tout. C'est un peu ça, c'est un peu de réseau et ça va être du travail et de la débrouille. Je vais te donner juste un petit exemple. Il y a un petit qui habite pas loin de chez moi. Ouais. Il est dans une ville à côté. C'est un crack du montage. C'est-à-dire que lui, il faisait des montages avec son téléphone. Tu flippes. J'ai essayé de l'aider, truc machin chouette, à passer sur ordinateur, que ça soit un peu plus agréable et qu'en fait, surtout qu'il puisse faire plus de choses. Lui, il veut son téléphone. Il faisait des trucs de fou pendant des années dans son coin. Moi, quand je l'ai découvert et que j'ai essayé en fait de travailler avec lui, de le pousser encore plus, il ne voulait plus. Parce qu'en fait, ça faisait tellement d'années en fait, qu'il travaillait dans le vent pour lui qu'en fait, le truc, il est passé derrière. En fait, il ne voulait plus. Ok, il était dégoûté. Il était dégoûté en fait du truc. Et en fait, même aujourd'hui, il ne veut plus. Alors que c'est un crack. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il travaille en tant que vendeur. C'est pas sa passion, c'est pas ce qu'il aime et c'est pas où il est vraiment doué. Il a de l'or dans les mains, mais il veut plus. Il a brassé du vent pendant des années, personne ne lui donnait de la force, personne ne répondait à ses DM, il s'est déplacé, les gens ne repostaient pas ses trucs. Aujourd'hui, il veut plus. On touche à la fin de l'interview et ce qui est bien, c'est que là, tu me fais une pause justement pour te poser la question. C'est quoi le conseil que toi, justement, tu pourrais donner à des petits jeunes qui voudraient se lancer? Et d'autant plus que là, en nous racontant cette dernière anecdote-là, en fait, on a un peu un résultat de ce qui pourrait se produire et de ce qui pourrait arriver à beaucoup de jeunes. Parce que, tu vois, moi, je pense que c'est hyper malheureux et vraiment, d'être passionné de quelque chose et de ne pas faire ce qu'on aime, tu vois, c'est extrêmement triste. Ce serait quoi le conseil que toi, tu pourrais donner, justement, à ces jeunes-là pour maximiser leurs chances de tout simplement vivre ce qu'ils aiment, en fait? Ce qui est bien quand tu es jeune, c'est que tu n'as pas de responsabilité et moi, ce que je leur dirais, c'est qu'en fait, si vous avez des passions, l'école, c'est trop bien. Parce que tu vas à l'école et après, quand tu rentres de l'école, c'est fini. Tu as des devoirs de temps en temps. Si tu as vraiment une passion, charbonne pendant cette période-là. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, mais au moins, tu auras essayé. En vérité, c'est juste de ne pas avoir des regrets. Essayez tant que c'est possible. Parce que quand la vie, elle te rattrape, c'est trop tard. Si tu commences à avoir des responsabilités, je sais pas, je te donne plein d'exemples, que tu as une meuf qui te prend énormément de ton temps, que tu déménages, que ci, que ça, que tu dois trouver un travail parce que dans ta famille, ça ne va pas, tu vas devoir faire des croix sur beaucoup de choses.
Et ce serait dommage de faire des croix sur des choses dont tu n'as même pas essayé. Déjà. Déjà. Ok. Au moins, si tu as essayé que ça n'a pas pris, au moins, tu pourras jamais, ce sera jamais un regret. J'ai essayé, ça n'a pas pris, c'était pas ma chance. Tout le monde, il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Le monde, il est injuste. Ouais. Mais au moins, essaye. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, au moins, Ok. tu pourras dire que tu as essayé. Toi, tu bosses avec beaucoup de joueurs et je vais te poser une question que je suis sûr que beaucoup de gens se posent également. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien, ta routine? C'est quoi ton rapport même avec ces joueurs? Tu vois, tu nous as dit des Pogba, tu nous as parlé de Coman, tu nous as parlé de Kimpembe ou encore Neymar. C'est quoi toi ton rapport avec tous ces joueurs-là et c'est quoi ton train de vie? Alors, le train de vie que j'ai, c'est beaucoup en déplacement. C'est un sacrifice que je fais, mais je ne peux pas prévoir beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'était compliqué pour qu'on fasse cette interview. Parce qu'en fait, je prévois des trucs, mais les sportifs, ou même le taf en général, on peut t'appeler du jour au lendemain. C'est-à-dire que le mardi, je suis posé chez moi, j'ai prévu de faire ça mercredi. Le mardi soir, on m'envoie un message, je serais bien que tu sois là mercredi matin. Donc du coup, je suis obligé d'annuler, faire un truc, je vais là-bas. Et je ne sais pas toujours combien de temps je vais rester. Donc des fois, je vais rester 2 jours, des fois, je vais rester 1 semaine, des fois un peu plus. Mais c'est voilà. J'ai pas trop de visibilité sur ce que je fais au jour le jour, parce qu'on peut m'appeler du jour au lendemain pour plein de choses. Et donc ça fait partie, on va dire, des points, on va dire, un peu négatifs. Mais sinon, au-delà de ça, c'est bien en fait. Bah, au final, maintenant, à force de travailler avec les gens, moi, je les considère comme des amis. Tu vois. C'est comme si j'allais voir des amis, mon travail. Et moi, je tiens toujours à avoir une certaine rigueur sur comment je travaille. J'ai des méthodes de travail très particulières et quand je vais travailler avec les gens, je suis chez eux généralement. Donc, c'est pour te dire à quel point on est proche. Mais c'est pas parce que je suis chez eux que c'est les vacances. Ok. Tu vois, c'est pas parce que je suis là-bas et qu'on rigole et qu'on peut manger et qu'on peut truc, qu'on machin chouette que c'est la fête en fait. Tu restes pro, c'est ça? Tu restes professionnel, tu restes dans ton coin, toujours garder une réserve. Vaut mieux être trop poli qu'impoli. Parce que l'impolitesse, on pourra te le reprocher, on pourra jamais te reprocher d'être trop poli. Je suis dans ma chambre, on m'appelle, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je peux rester avec eux. Toujours rester en retrait, toujours ne jamais trop en faire. Moi, c'est ce que ma mère m'a toujours appris. On ne pourra jamais te reprocher de trop en faire, de pas assez en faire, pardon. Si tu en fais trop, et c'est aussi un retour que j'ai eu parce que à force de les côtoyer, l'entourage des footballeurs, tu vois beaucoup de monde et tu vois en fait que des gens, dès qu'ils arrivent à rentrer dans la sphère, en fait, tu penses que ça y est. Ça revient à ce que je te disais dès le départ, en fait, c'est que pour tout le monde, c'est normal de rester simple. Quand tu rencontres un footballeur, tout le monde va te dire ouais, mais ils font caca, ils font pipi comme nous. Ça, je l'ai entendu des milliards de fois. Et aussi, et je vais rebondir aussi là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille encore tout seul. Parce que j'ai travaillé avec énormément de personnes, j'ai donné des chances à énormément de personnes de travailler avec moi. Et les jours où je les ai ramenés avec moi sur des trucs, ils ont perdu les pédales, ils m'ont fait des trucs de fou. Ils m'ont fait des trucs de fou. Ok. Des snaps, des trucs. Je peux même pas te raconter les trucs de fou qu'on m'a fait. Okay. Mais je préfère travailler tout seul parce qu'en fait, l'humain, je veux même plus le gérer. C'est ce qui fait le plus mal et c'est ce qui prend le plus d'énergie. C'est-à-dire que je préfère avoir moins d'argent, être moins omniprésent, mais travailler tout seul et ne pas avoir de problème. Ton image, c'est contrôlé. Voilà. Tu avais dit juste un petit dernier point. Tu avais dit que c'était un sacrifice pour toi, du coup, cette vie-là, alors que ça peut faire rêver beaucoup de monde. Et du coup, j'aimerais bien que tu t'expliques pourquoi c'est un sacrifice. Et je pense que là, mine de rien, tu as passé un message qui est important. Beaucoup de jeunes voient la vie sur les réseaux sociaux, se font une espèce d'idéal en fait de ça. Et ils ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière. Et là, je pense qu'en expliquant pourquoi justement tu dis que c'est un sacrifice, on pourra passer un message important. C'est une question d'âge. Si j'avais commencé quand j'avais 16-17 ans, peut-être que j'aurais pas dit que c'est un sacrifice parce qu'en fait, c'est la vie de rêve. À 16 ans aussi, j'aurais peut-être rêvé de ça. Être partout dans le monde, prendre des billets d'avion, être des fois dans des jets. Ça aurait été trop lourd. J'aurais snappé, j'aurais montré. Ça aurait été une vie de rêve à 16-17 ans. Quand à la vingtaine passée, c'est plus la même vie. Parce que, comme je te l'ai dit, cette vie-là, c'est pas ma vie. C'est-à-dire que quand je voyage, je vais là-bas, etc. Ma vie, en fait, elle est quand je rentre en France. C'est pas là-bas ma vie. Et c'est pour ça que les gens ils perdent leur tête. C'est parce qu'en fait, quand ils ont mis le pied dedans, ils pensent que ça y est, ils y sont arrivés et qu'en fait, c'est ça leur vie. Et que les belles voitures, les places en présidentielle, les jets, les trucs, les belles montres, etc. Ils pensent que ils y sont en fait. Mais en fait, ta vie, quand tu vas rentrer, c'est là-bas ta vie, elle est. Tes factures, ton entourage, c'est là-bas, elle est ta vie. Et c'est pour ça en fait que j'ai toujours cette distance-là et que ça me fait pas rêver et ça m'a jamais fait rêver parce que c'est du travail. Je suis là-bas pour une mission. Mon but, c'est de faire ma mission le mieux possible pour être rappelé, pour continuer à travailler, pour continuer à évoluer. Mais c'est pas ça ma vie. Moi, les belles voitures, les trucs, j'espère, Inch'Allah, pouvoir me les payer moi-même avec l'argent de mon travail. Tu vois? Donc c'est une question d'âge. Quand tu es jeune, peut-être que tu peux rêver, peut-être que ça peut te faire rêver, mais plus tu vas prendre de l'âge et plus ça va devenir une contrainte parce que c'est pas ta vie. Et il faut bien faire le distinguo.
Mes missions, elles sont diverses et variées parce qu'en fait, si tu veux, un footballeur, on le voit que, par exemple, dans le foot. Un footballeur, il peut avoir des business, il peut avoir un site internet de vente en ligne, il peut avoir un restaurant, il peut faire ses propres contenus personnels pour son réseau Instagram. Et en fait, on m'appelle pour ça. Il y a plein de footballeurs, ils m'appellent et je ne travaille pas du tout sur leur image, sur les réseaux sociaux. Je travaille parce qu'ils ont une boutique de vente en ligne. Je travaille parce qu'ils ont un restaurant et je fais du contenu pour leur restaurant, les nouveaux plats, les cartes, des vidéos, des trucs, des réels, des trucs, des machins. Ça peut être divers et varié. Donc en fait, je peux faire énormément de choses. On peut faire des vidéos, on peut faire du contenu pour plus tard, au cas où. Parce qu'il y a des footballeurs, ils se blessent. Ok. Donc maintenant que c'est la nouvelle mode depuis 3-4 ans de faire des documentaires, en fait, depuis que les gens ont vu The Last Dance de Michael Jordan, le documentaire de Kanye West, etc., en fait, les gens se rendent compte en fait, c'est important d'avoir des images. Donc en fait, maintenant, il y a des footballeurs, ils t'appellent simplement juste pour créer du contenu, pour le coffrer, pour un jour, s'ils ont une proposition de documentaire, ils ont ça. Cette période difficile quand ils se sont blessés, cette période heureuse quand tout allait bien pour eux. Ça peut être tout type de choses. Ça peut être du Instagram, tout simplement, comme les gens y vont. Ok, d'accord. Donc, ouais, mine de rien, il y a la partie visible et la partie immergée qu'on voit pas. C'est ça. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, toujours. Ça, c'est lourd, ça, en tout cas. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu préfères le plus entre toutes les possibilités que tu as là, à travers ce métier? J'ai pas de préférence parce qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait mon petit chemin. Et quand on m'appelle aussi pour mon expertise. Donc, je suis aussi impliqué dans le processus créatif. Avant, on m'appelait simplement, tu viens, tu filmes. Moi, j'ai besoin de ça, tu me délivres ça. Et je pouvais pas, j'avais pas ma patte créative, j'avais pas mon ADN et je pouvais pas aussi forcément le pousser. Et aujourd'hui, je peux un peu plus le pousser et c'est plus intéressant pour moi et tu te sens plus valorisé forcément quand on te demande ton avis et que tu peux plus contrôler les choses. Ouais, en fait, en gros, maintenant, tu as ton mot à dire. On te donne plus souvent carte blanche. Pas forcément carte blanche, mais on appelle Rakim pour faire du Rakim. Ok, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est lourd. En tout cas, on arrive à la fin de l'interview. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger. Plaisir partagé. Pour ton retour d'expérience. Plaisir partagé, c'est un truc de fou. En tout cas, on reste branché. Même toi, tu vois, s'il y a des petits jeunes, etc., que tu veux nous pousser, qu'on peut peut-être aider, n'hésite pas à nous recommander. Nous, on est là. Clairement. Avec très, très grand plaisir. Clairement. Et l'équipe, dites-nous en commentaire la prochaine personne que vous voudrez qu'on reçoive sur le média pour un millésime. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent nos vidéos, qui ne follow pas. La force, c'est aussi vous, c'est important. C'est réciproque, donc voilà l'équipe. Hein. Allez, à très vite. Rakim, mon ref, prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Merci beaucoup. Grosse force.